on a des outils financiers qui nous permettent de calculer la valorisation de l'entreprise. Il y a plusieurs méthodologies. Et elles peuvent être adaptées, certaines peuvent être adaptées à des startups par exemple, d'autres peuvent être adaptées à des entreprises plus mûres. Donc si on veut dire combien vaut une entreprise, on a la possibilité de se dire que on va comparer cette entreprise à plusieurs autres entreprises de son secteur qui font la même chose. Et donc, on dit que cette entreprise-là, on peut la comparer à telle entreprise et sur le marché, en tout cas sur le secteur, ce secteur en tout cas en particulier, on peut dire qu'on prend un agrégat financier qu'on multiplie. Un multiple. Bon, ça peut être 10. Voilà. Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir sur le cercle Madame Néné Bacheli, qui est une Financial Manager certifiée par EC, qui signifie École des Hautes Études Commerciales de Paris. Elle est aussi formatrice et auditrice. Et sa mission dans la vie, c'est d'aider les dirigeants à vraiment construire et à augmenter les performances de leurs entreprises. Néné, bienvenue au cercle. Merci à toi. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui avec toi pour partager et recevoir. Non, c'est moi qui va recevoir. Non, je recevrai. Et vous allez partager. Non, mais c'est vraiment un honneur. Ça fait un moment qu'on essaye d'organiser cette interview. Et je suis reconnaissant pour cette opportunité. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous détailler de manière succincte votre parcours? Alors, je m'appelle Néné Bacheli, donc sénégalaise. J'ai grandi au Sénégal. J'ai fait tout mon parcours scolaire ici au Sénégal, de la maternelle jusqu'à la terminale. J'ai connu qu'une seule école qui s'appelle le Cours Sainte-Marie de Anne, donc qui est ici à Anne. Et après le bac S2, je suis partie en France pour des études. Alors, des études dans un premier temps que je voulais générales. Je savais pas trop vers quel métier m'orienter. Donc, je savais que j'étais très bonne en gestion d'argent. Depuis très petite, je sais une chose, je sais gérer l'argent. Donc, je me suis dit, je vais faire gestion des entreprises. On doit gérer de l'argent, je sais faire ça. Donc, gestion des entreprises d'administration, un DUT, et option finance compta. Et j'ai voulu développer ce parcours-là en suivant une formation qui mène au cursus d'expertise comptable. Donc, j'ai eu un DECF dans un premier temps. Ensuite, j'ai fait quasiment toutes les UV du DSCG. Et en cours de parcours, j'ai eu à rejoindre une entreprise donc j'ai une UV à terminer. J'ai tout de suite rejoint cette entreprise très tôt et j'y ai fait 9 ans. Je l'ai rejoint, j'avais 23 ans. Et j'avais tellement de défis dans cette entreprise, un parcours tellement intéressant et challengeant que j'y suis restée. On pourra en parler plus amplement, mais voilà, j'ai intégré cette entreprise-là. Et en 2018, j'ai décidé de retourner au Sénégal. C'est quelque chose que je voulais. J'y pensais depuis pas mal de temps. Et en 2017, je me suis dit que ça y est, c'est bon. En 2018, tu rentres et tu vas t'investir dans ton pays. Tu vas prendre ce que tu peux prendre de l'écosystème, du monde du travail, et tu vas également partager tout ce que tu connais. Et puis tu vas vivre là-bas, tu vas travailler là-bas. Et donc je suis arrivée en 2018 et j'ai rejoint un cabinet qui s'appelle NKAC Audit et Conseil, un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil
en 2018 et j'y suis jusqu'à maintenant. Et là, actuellement, je suis en charge de développer un département qui s'appelle ingénierie financière, conseil et formation. Et ce que je fais, donc, c'est que je pilote, je développe et j'accompagne les entrepreneurs à travers plusieurs typologies de missions qui peuvent être en stratégie, en organisation, en finance, soit la levée de fonds ou la recherche de financement basique auprès des banques. Pour les profanes, par exemple, qui comprennent pas ce que c'est vraiment la gestion de l'entreprise ou comment piloter une entreprise, de manière simplifiée, piloter une entreprise, ça revient à faire quoi concrètement? Sur quel levier s'appuyer, par exemple? Pour piloter une entreprise. Oui. Alors, moi, quand j'explique un peu ce que c'est piloter une entreprise, j'essaie de me focaliser sur le terme piloter. Donc, piloter, si on prend par exemple un pilote d'avion, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pilote un avion, c'est la même chose qu'on attend d'un entrepreneur ou d'un dirigeant. Piloter, c'est fixer le cap, maîtriser ce qu'on fait, donc son métier, une expertise dans le pilotage de l'avion, et c'est surtout pouvoir être serein et capable de maîtriser toutes les turbulences qui vont arriver tout au long du vol. Donc pour moi, un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, c'est un pilote. Et piloter son entreprise, c'est être capable de fixer le cap, là où on veut aller, quelle est ma vision, qu'est-ce que je veux créer, comment je veux impacter. Et donc je fixe le cap et ensuite j'essaie de trouver une équipe qui va s'approprier cette vision, qui va m'accompagner et je vais avec cette équipe exécuter cette vision pour réaliser mes objectifs, à savoir une entreprise, son objectif premier c'est créer de la richesse, créer de la valeur. Donc c'est ça, piloter pour moi une entreprise. Donc si je résume bien, c'est le fait de mettre en place une feuille de route bien détaillée, spécifique, réalisable, réaliste dans le temps, et de faire sorte que tout le personnel adhère à cet objectif et de mettre à disposition les ressources nécessaires pour qu'on puisse arriver au résultat voulu. Exactement. C'est super intéressant. Maintenant, quand vous mélangez management et ingénierie financière, ça donne quoi? Le mot ingénierie financière, par exemple, moi je suis un ingénieur, donc quand j'entends le mot ingénieur, dans ma tête je me dis c'est des formules, c'est des calculs, c'est des études, c'est des interprétations, et ainsi de suite. Mais quand j'entends le mot ingénierie financière, ce qui me vient à l'esprit, c'est des mécanismes d'adaptation pour essayer d'avoir des résultats profitables. Est-ce que c'est bien ça ou je me trompe? Alors, l'ingénierie financière, c'est pas aussi technique que toi, ton ingénierie dont tu parles. Ou c'est de l'ingénierie, tu es ingénieur en qualité sécurité environnement chimique. Voilà, ingénierie financière, pour l'expliquer de manière très simple, c'est les opérations complexes financières qui touchent une entreprise. Donc, c'est souvent des opérations de haut de bilan, restructuration du capital. Donc, quand on doit faire des levées de fonds, on doit évaluer une entreprise, on doit définir à quel prix on va vendre cette entreprise-là. Ce sont des opérations financières assez complexes qui demandent une maîtrise, par exemple, en outils pour faire des évaluations, pour valoriser, pour pouvoir définir un prix de vente à l'acquéreur. C'est une opération complexe. Une fusion d'entreprise, acquisition, donc quand une entreprise rachète une autre pour créer une nouvelle structure ou une entreprise qui acquiert une entreprise et donc cette entreprise rentre dans son bilan, dans ses actifs. Toutes ces opérations-là, pour les structurer, on a besoin de faire des calculs financiers et mathématiques également. Parfois, on appelle ça de l'ingénierie financière. Ce sont les opérations complexes qui ont trait aux entreprises et souvent liées au bilan, donc de la structuration de capital, de la structuration de levée de fonds, des fusions, des acquisitions, des LBO. Voilà, c'est ce qu'on appelle ingénierie financière. Je comprends mieux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent et j'imagine que ce qui les intéresse le plus, c'est la partie argent, quoi, levée de fonds. Ouais. J'ai vu que vous avez pu vous avez participé à la réalisation de 3 levées de fonds, 1 million d'euros.
une autre de 15 millions d'euros et une autre de 25 millions d'euros. À peu près, quoi. À peu près, voilà, c'est pas les montants exacts. Ça, c'est des euros, hein, c'est pas des francs CFA en plus. Donc, je suis très curieux. Ouais. Quelles sont les différentes étapes d'une levée de fonds? Et est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, une de ces levées comme exemple pour entrer dans les détails, surtout pour les entrepreneurs qui aimeraient, en fait, avoir des sources de financement pour monter leur entreprise? D'accord. Alors, la levée de fonds, donc pour ces levées de fonds en particulier, ce sont des levées de fonds que j'ai eu à piloter dans l'entreprise dans laquelle j'étais en France. Donc, c'était une start-up maintenant je pense qu'on appelle ça Tech Travel ou Travel Tech. À l'époque, on disait un tour opérateur en ligne, mais maintenant on appelle ça Travel Tech. Et donc c'était une start-up qui s'est très très rapidement développée et qui a eu à faire plusieurs levées de fonds. Donc pour ces levées de fonds, moi j'étais du côté de l'entreprise qui va chercher des financements auprès des investisseurs. Alors que là, dans mon travail actuel, je suis plutôt la consultante qui va accompagner une entreprise à lever des fonds chez un investisseur. Mais là, à l'époque, donc moi, j'étais l'entreprise même qui levait des fonds. Donc, dans ce cas de figure, comment ça se passe? Faut savoir que les levées de fonds, elles se font en fonction du stade de vie d'une entreprise. Quand on est une start-up, on a la possibilité de lever des fonds. Et quand on est une entreprise beaucoup plus mûre, qui croît, on a également la possibilité de lever des fonds auprès d'autres typologies de fonds d'investissement pour financer cette croissance-là. Et quand on a une entreprise qui a déjà bien cru, enfin qui a déjà dépassé cette phase de croissance, qui se développe, qui va aller à l'international, qui est beaucoup plus mature. On a également une autre typologie de levée de fonds avec des fonds d'investissement en particulier. Donc, pour répondre à ta question, comment ça se passe? Une entreprise qui veut lever des fonds, elle va souvent faire appel à une banque d'affaires. Donc elle connaît elle a sa vision en fait. Donc déjà elle a sa vision, elle est sur le marché. Pour le cas où j'étais, donc on était sur le marché. La première levée de fonds, c'était une levée qu'on appelle levée en seed. C'était pour lancer l'entreprise. On avait l'idée qui était là, un petit historique, et maintenant il fallait tester, valider le concept. C'est ce qu'on avec appelle un MVP, quoi, minimum viable product. Voilà. Donc il fallait valider le concept là. Donc c'est une première levée de fonds de, je crois, entre 1 et 2 millions d'euros. Et cette levée de fonds a permis de recruter des commerciaux, de faire les développements du site internet, de commencer à lancer le concept et puis d'avoir des clients. Voilà. Mais contractuellement parlant, comment ça se passe? Quand on vous donne 2 millions d'euros, est-ce que vous donnez des parts d'action à l'entreprise qui investit, ou est-ce que c'est des royalties? Vous voyez un peu contractuellement. Oui, contractuellement. Oui. En fait, différentes façons, quoi. C'est ça. Donc là, c'est comment on fait pour lever. Donc on identifie son besoin. On a son plan d'affaires. On va voir une banque d'affaires ou un cabinet de conseil pour challenger le dossier, la stratégie, aller à la recherche des fonds d'investissement, pitcher son dossier. Et si on arrive à convaincre un fonds d'investissement, je le raccourcis vraiment, mais c'est beaucoup plus long. Si on arrive à convaincre un fonds d'investissement, il va s'assurer que tout ce qu'on lui a dit et tout ce qu'on lui a présenté en amont est véritablement exact. Donc il va venir faire un audit pour s'assurer que comptablement, est-ce que les chiffres qu'on a présentés, ils sont réalisables, réalistes. Il va s'assurer qu'il y a une équipe derrière, qu'il y a une équipe, c'est le plus important, et qu'il y a la compétence pour exécuter le projet. Et quand toutes ces diligences sont faites, elles peuvent être juridiques, fiscales, etc. On passe maintenant à la signature. Donc c'est toute la partie juridique où ce qu'on dit en fait en levant des fonds, c'est que plutôt que de vous donner 1 million d'euros comme une dette, par exemple, quand on va à la banque, elle prend le risque, elle nous donne de l'argent et elle se rémunère en nous appliquant un taux qu'on va, des annuités qu'on va payer tous les mois, périodiques. Mais quand c'est le fonds d'investissement, il dit non, moi je ne veux pas que tu me reverses quoi que ce soit tout de suite. Je crois en ton projet, je prends le risque d'investir ce montant-là aujourd'hui et je t'accompagne pendant une durée qui peut varier entre 5, 7, 10 ans. Je t'accompagne et ensemble, on va aller
vers la terre promise, on va aller à la conquête de ton marché. Ouais. On va faire de telle sorte qu'on réalise la stratégie qu'on vient de signer, qu'on vient de valider ensemble. Et le fonds d'investissement, comment il va se rémunérer? Quand il arrive à l'instant zéro, où on signe, on a les fonds, on valorise l'entreprise. On dit que l'entreprise, elle vaut 10, par exemple, à l'instant T. Et on accompagne, on déroule la stratégie. Et l'objectif pour le fonds d'investissement, c'est d'entrer dans une entreprise qui a un fort potentiel de croissance et finalement de rentabilité derrière, et de valoir, 500, voire 700 dans 5 ans. Et donc, le fait d'avoir des parts qui valent 10 à un temps T0, et de se retrouver 5 ans après avec des parts qui valent 500 à un T5, le reliquat là, quand il va sortir, s'il veut sortir, il va dire, OK, moi je laisse la main, j'étais accompagné pendant 5 ans, je sors et je laisse la main à un autre fonds d'investissement. Quand il va sortir, le fonds d'investissement va vendre des parts qu'il a achetées à 10 à 500. Et c'est ça, sa plus-value. Okay, c'est ça comme marche, ça qu'il se rémunère. Okay. Comme ça que se rémunère le fonds d'investissement. Je comprends. Tout à l'heure, vous avez parlé de la valorisation. Donc, quand on dit valorisation, c'est la valeur réelle d'une entreprise à l'instant T, quoi. Oui. Par exemple, imagine une entreprise qui a 100 actions qui coûtent, par exemple, 100 000. Donc, si on fait la somme 100 fois 100 000, vous avez la valeur financière à l'instant T. Cette valorisation, c'est basé sur les actions, sur la capitalisation du marché. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, parfois je vois les gens qui valorisent leur entreprise d'une manière assez conséquente, qui est loin de la réalité actuelle de leur vente. Par exemple, imaginez une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1 million francs CFA, mais quand même valorise son entreprise en 1 milliard. C'est pas logique. Okay. Comment ça marche, les valorisations? Alors, déjà, il faut faire une différence entre le capital de l'entreprise, donc le nombre de parts fois la valeur nominale, et ce que vaut l'entreprise. Quelle est la différence? C'est différent. Le capital social, on a le nombre d'actions qu'on définit, le nombre d'actions d'une entreprise avec une valeur nominale. Donc ça, c'est le capital. On a un capital social. Okay. Ça c'est pas la valeur financière. Non, c'est pas ce que vaut une entreprise. Ça, c'est son capital. Des actions, 1000 actions à 1 million, voilà, c'est ça. Comme vous voulez. Voilà, le capital d'entreprise, elle vaut 100. Et cet argent-là, par exemple, quand on crée sa société, c'est le capital qu'on met à disposition de l'entreprise pour dérouler sa stratégie. Par exemple, si vous voulez créer votre entreprise, un capital de 25 millions, c'est avec ces 25 millions-là que vous allez acheter votre matériel, vos machines, que vous allez avoir un peu d'argent pour pouvoir payer vos dépenses et voilà. Et si jamais il y a un problème demain, par exemple, vous faites faillite, c'est ce capital-là qui sert de garantie, en tout cas pour tous les partenaires à qui vous devez de l'argent. Donc ça, c'est votre capital social. Mais quand on dit ce que vaut l'entreprise, ça on va dire, c'est des outils. On a des outils financiers qui nous permettent de calculer la valorisation de l'entreprise. Il y a plusieurs méthodologies et elles peuvent être adaptées. Certaines peuvent être adaptées à des startups par exemple, d'autres peuvent être adaptées à des entreprises plus mûres. Donc, si on veut dire combien vaut une entreprise, on a la possibilité de se dire que on va comparer cette entreprise à plusieurs autres entreprises de son secteur qui font la même chose. Et donc, on dit que cette entreprise-là, on peut la comparer à telle entreprise et sur le marché, en tout cas sur le secteur, ce secteur en tout cas en particulier, on peut dire que on prend un agrégat financier qu'on multiplie. Un multiple, bon, je veux pas. Ça peut être 10, 5, voilà. Donc, par exemple, dans le secteur du pétrole, pour valoriser un groupe, on dit que c'est un multiple de son EBE, donc c'est 10 fois son EBE pour valoriser. Et ce multiple-là. EBE, pour les termes techniques, EBE, c'est excédent brut de quoi? Excédent brut d'exploitation. C'est une marge. C'est une marge. Alors, il y a plusieurs niveaux de marge et le BE, c'est l'indicateur privilégié pour calculer, pour estimer la performance d'exploitation. Avant l'imposition.
pas avant l'imposition, c'est avant les amortissements. Avant les amortissements, pardon. Qui sont des charges. J'ai oublié mes cours là. J'ai oublié mes cours. Qui sont des charges non calculées. Donc c'est vraiment l'indicateur avec lequel, voilà, on sait que si on prend cet indicateur comme base, on a un agrégat qui mesure la performance de l'exploitation. Okay. Donc, si on dit dans le secteur pétrolier, je dis n'importe quoi, c'est 10 fois le BE. Donc, on prend le BE de votre entreprise, on le multiplie par 10 et on a... la valeur de l'entreprise. On a la valeur de l'entreprise. Ça peut être une façon de le faire. On peut également se dire, on va prendre le patrimoine que vous avez, vos biens, vos actifs, et on dit que vous valez tant. Par exemple, ça c'est pertinent pour les sociétés immobilières où ceux qui représentent leur patrimoine, leur valeur, c'est leurs biens, c'est les biens immobiliers. Donc on se dit, la valeur patrimoniale, on peut dire que c'est ce que vaut l'entreprise. Si c'est une start-up par exemple, qui n'a pas d'historique, pour dire ce qu'elle vaut, c'est très difficile à l'instant T. Donc là, on utilise une méthodologie qui permet de dire que en mettant en place une stratégie aujourd'hui, dans 5 ans, on est capable d'estimer, ça reste des projections, on est capable d'estimer les revenus futurs, donc les agrégats financiers futurs et donc les flux de trésorerie futurs dans 5 ans. Donc on se dit dans 5 ans, on dit qu'on vaut tant si on exécute correctement notre stratégie. Donc on fait une capitalisation quand on parle de la valeur actuelle nette vers la capitalisation. C'est ça, on capitalise, on dit on vaut tant et avec des valeurs terminales, il y a pas mal de choses qu'on fait également après avoir capitalisé et on ramène cette valeur future à maintenant. La valeur actuelle nette d'aujourd'hui. Et on dit que cette entreprise, elle vaut tant. Okay. Donc ça, c'est une méthode qu'on appelle DCF. C'est des prévisions, quoi. Oui, mais c'est ce qu'on utilise pour les startups, par exemple. Voilà, c'est le DCF. Bon, pour un peu expliquer comment on valorise. Et souvent, pour ne pas être un peu à l'extrême, surtout quand c'est des méthodes qui sont basées sur le futur, on fait des moyennes de valo. On va prendre par exemple le comparable, on va valoriser on va prendre le comparable, le DCF et on va faire une moyenne des deux pour dire on estime la valeur entre temps et temps. Après, ça reste une valorisation, ça reste de la négociation. Voilà, on définit une valorisation, mais quelque part, c'est pas ce sur quoi ça sert de base. En fait, ça va permettre à l'investisseur de savoir ce que vaut actuellement l'entreprise et ce qu'elle pourrait valoir dans l'avenir. C'est ça. Pour prendre une décision si il veut s'investir actuellement ou pas, quoi. C'est s'il veut investir et s'il investit, ce qu'il va mettre dans la société, ça représentera combien de pourcentage du capital? Du capital. C'est ça également. Non, je vois. C'est intéressant. Donc, imagine, les entrepreneurs qui nous écoutent, ils ont leur start-up. Ils sont dans une phase de développement. Ils n'ont pas encore atteint une phase de croissance ni de maturation. Ils sont dans leur début, quoi. Dans leur début. Ouais. Et ils ont valorisé leur entreprise sur la base de cette estimation prévisionnelle que vous venez de nous expliquer. Ouais. Après, la prochaine étape, quel est le meilleur contrat ou le meilleur type de financement que vous recommander aux entrepreneurs? Est-ce que c'est un financement par action où l'investisseur investit et derrière il gagne des parts d'action? Et est-ce que c'est une forme de financement par bon de commande où vous avez besoin des matériels, on exécute et on vous donne un prêt pour que vous puissiez les acheter et après vous nous donnez des marges? Ou est-ce que c'est des royalties? Quelles sont les différentes formes juridiques de types d'investissement et de contrats qu'on peut avoir dans ces différentes phases de levée de fonds? Alors, on a parlé de beaucoup de choses. Quels sont les types de financement déjà pour les entreprises? Alors, le type de financement, pour pouvoir se positionner, il faut qu'on sache l'entreprise, elle est à quel stade? Est-ce qu'elle vient de démarrer? Stade d'idée? Ou est-ce que elle s'est déjà lancée, elle est en train de tester son marché? Est-ce qu'elle est en phase de croissance, etc. Si elle vient de démarrer,
déjà pour les types de financement, on a les financements bancaires, donc ce sont les prêts, on a la levée de fonds, on a les subventions, on a également des bons de souscription d'actions également. C'est une autre forme de levée de fonds et tout dépend du stade de vie. Stade d'idée, moi je dis financement, oublie. Okay. Stade d'idée où va chercher du financement auprès de tes proches, de ta famille, fais du love money ou prends tes économies, lance ton projet, teste ton marché pour voir ce que ça va donner, mais ne va surtout pas chercher de financement parce que il y a de très faibles chances que tu en aies. Ensuite, quand tu as déjà testé ton marché, tu as une preuve de ton concept, donc le produit de market fit est OK. On a les clients qui sont là, la demande est là, votre offre également rencontre la demande. Là, faut savoir si on a. Je peux pas dire il faut tout de suite un financement. Faut toujours se dire que une entreprise c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas le financement également qui va régler toutes les. C'est un organisme vivant en perpétuelle évolution. Exactement. Donc pour pouvoir te dire est-ce qu'on a besoin de financement, moi j'ai besoin de comprendre cette entreprise-là, où est-ce qu'elle en est. De sa vision, de sa stratégie, quelles sont ses difficultés, pourquoi elle a besoin de financement. Parce que quand on va chercher un financement, c'est quelque part pour pouvoir investir dans un bien, par exemple des machines, un matériel, investir, conquérir de nouveaux marchés, se diversifier. Oui. C'est ça, se diversifier, avoir des ressources humaines de qualité, mais tout ça, tout ce qu'on va mettre sur la table, c'est pour créer de la valeur. C'est-à-dire que si on met 1000, c'est parce que on sait que en déroulant ces 1000, c'est-à-dire qu'en utilisant ces 1000, on est capable de créer beaucoup de valeur. D'ici 2, 3, 4 ans. Donc moi, pour pouvoir dire si on a besoin de financement, j'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez besoin de ce financement, pour faire quoi, et est-ce que vous êtes capable de créer de la valeur grâce à ce financement. Et là, je pourrais dire, OK, c'est une solution, c'est opportun, et dans ce cas, faudrait plutôt se diriger vers la banque, ou si on a beaucoup de garanties, si on a des garanties, on a un historique financier, on est capable de générer on a des flux de trésorerie réguliers, on est capable de payer ses annuités, pourquoi pas la banque. Si on ne veut pas, si on a besoin d'un fonds d'investissement, dans ce cas, faut comprendre que les fonds d'investissement, ils ont leur fonctionnement. Chaque fonds d'investissement a ses propres règles, c'est-à-dire des fonds d'investissement ils ont comme les banques quoi. Ils ont leurs propres règles, ils ont les secteurs d'activité sur lesquels ils investissent, ils ont des critères également par rapport à l'entrepreneur, par rapport à ses équipes. Donc c'est pas automatique. Donc tout ça demande quand même de faire un diagnostic, de comprendre où est-ce que l'entrepreneur en est pour pouvoir vraiment l'orienter vers la meilleure solution de financement. Par exemple, aux États-Unis ou bien en Europe, le système de demande de financement est très démocratisé. On a des business angels, des venture capitalistes, des indépendants. Est-ce qu'en Afrique, on a ce système ou bien la majeure partie des fonds d'investissement, c'est des fonds d'investissement étatiques ou privés qui se réunissent en fait pour financer les startups. Est-ce qu'on a ici des business angels, des venture capitalistes? On a des business angels, on a un réseau de business angels ici au Sénégal qui s'appelle DNA, il me semble. Et ils financent. Oui, ils ont investi dans quelques startups, je pense, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a des VC, également des venture capital, comme vous dites. Est-ce que vous pouvez dire la différence entre VC et business angel? Alors, le business angel, c'est une personne... Pour les gens qui nous écoutent. Oui. Le business angel, c'est une personne physique qui a la volonté de soutenir un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, avec un capital qu'il a à disposition. Donc, il va venir en tant que personne physique appuyer et investir et avoir des parts de capital. Donc ça, c'est le business angel.
Venture capital, donc là, c'est ce qu'on appelle le capital risque. C'est une société d'investissement qui va, elle, c'est une personne morale donc, qui va investir dans une entreprise et avoir en retour des parts du capital de cette entreprise-là. Et pour rémunérer son risque, il va demander en tout cas à l'entrepreneur des critères de rentabilité sur une durée assez déterminée. Et grâce à ces critères de rentabilité, il pourra à un moment donné, quand il sortira, pouvoir faire sa plus-value entre le moment où il est entré et le moment où il est sorti. Donc ça, c'est plutôt le capital. Pour le faire vraiment simplement, c'est ça la différence. Personne physique, personne morale. Les attentes ne sont pas les mêmes. Le business angel, lui, on va dire qu'il va pas être focus sur la rentabilité. C'est souvent quelqu'un qui croit au projet, qui croit à l'entrepreneur, qui croit au potentiel et qui a une volonté vraiment de l'accompagner, de le soutenir et de lui partager même son expertise et son expérience pour pouvoir développer son projet. VC, oui. Les capitalistes. Oui. Les VC sont capitalistes. Oui. Il va appuyer, il va mettre du capital, mais derrière, voilà, il y a des critères. Avec une gestion axée sur les résultats. Quoi. Exactement, voilà. Non, je comprends mieux. Mais est-ce que on peut, si on reçoit l'argent, que ce soit d'un fonds d'investissement, d'un VC ou d'un business angel, est-ce que on peut déclarer faillite? Ou bien est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu l'argent, on a tenté, on a développé de nouveaux produits, mais là, ça marche plus. Faut qu'on ferme la porte. Écoutez, c'est un pari que le VC ou le business angel fait sur l'entreprise. Hein. Ça reste un pari. Même une banque, quand elle finance un projet, c'est un pari qu'elle fait. Et c'est pour ça que ce risque-là, elle se le rémunère avec le taux. Donc, rien ne dit que ça marche. Il y a plein d'entreprises qui ont été financées, qui ont levé des fonds à des montants inimaginables et qui ont fait banqueroute en bout de ligne. Et ça, par contre, pourquoi l'investisseur l'intègre? L'investisseur, enfin le fonds d'investissement, encore une fois, le fonds d'investissement, la manière de se protéger de ça, c'est qu'il diversifie son risque. Il va pas investir dans une seule entreprise, il va investir dans plusieurs entreprises. Et il peut avoir une seule entreprise qui va cartonner et réussir, et cette entreprise-là, les gains de cette entreprise-là, seuls pourront ils prennent des risques mesurés, quoi. Ils prennent des risques mesurés, mais je veux dire, les risques sont diversifiés, les risques sont neutralisés grâce à la diversification des financements qu'ils font auprès des entreprises, des secteurs d'activité. Voilà, ils ont des portefeuilles d'entreprises et sur ces portefeuilles, 5 peuvent couler et 3 peuvent cartonner et les gains qu'ils ont obtenus grâce à ces 3 peuvent couvrir largement les pertes qu'ils ont fait sur les autres. C'est comme un label de musique qui signe plus de 100 artistes en espérant qu'on s'éclate, quoi, mais que l'un d'entre eux soit reconnu par le public. C'est pareil aussi avec les agents, les agences de management des joueurs. D'habitude, c'est un principe très répandu que les gens font. On mise sur plusieurs candidats en espérant que l'un va nous rapporter gros dans l'avenir, quoi. Oui. Mais comment expliquer que 90% des startups qui se créent finissent par fermer porte après 3 ans d'existence? Et d'après votre expérience, quels sont les défis ou bien les causes potentielles qui font que ces entreprises n'arrivent pas à tenir plus de 3 ans? Alors, moi j'ai l'habitude de dire que tout le monde peut entreprendre, mais n'est pas entrepreneur qui veut. Ok. D'accord. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Ça demande des compétences transversales. Hein, si on veut vraiment le réussir dans la durée, et ça demande également d'avoir un mindset, un bon mindset. Donc malheureusement, il y a beaucoup de causes. Je peux pas dire que c'est lié au mindset ou au manque de compétences, mais je dis juste que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et aujourd'hui, il y a diverses raisons qui font qu'un projet échoue. Soit
l'entrepreneur peut avoir le bon mindset, il peut avoir les financements, mais il peut avoir un projet qui est beaucoup trop en avance sur son marché. Ça arrive. Donc, il y a aussi des rêveurs. Hein, il y a les rêveurs. Il y a les rêves. Voilà. Surréalistes. Surréalistes. Bon, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut arriver. Mais je veux dire, il y a beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est tellement complexe que quand on se lance, il faut déjà comprendre dans quoi on s'embarque. Okay. Qu'est-ce qui nous attend? Et comment on doit grandir avec son entreprise. Et parfois, peut-être c'est le manque d'accompagnement qui fait que il y a beaucoup de raisons. Je peux pas dire aujourd'hui pourquoi, mais je sais juste que le mindset il doit être là. On dit souvent d'ailleurs que l'entrepreneur qui réussit, il doit avoir le bon QI, c'est-à-dire l'intelligence. Moi, je dis le QI, c'est-à-dire maîtriser ce qu'il fait. Il doit être résilient. Donc ça, c'est le QR. Il doit être... et donc, il a le QI, il doit être résilient, le QR. Il doit avoir l'intelligence émotionnelle. Il doit avoir l'intelligence sociale. Donc tout ça, en fait, il y a énormément de choses qu'on attend d'un entrepreneur. Déjà dans le mindset, je ne parle pas encore de la stratégie, je ne parle pas encore des compétences pour exécuter, je ne parle pas encore des compétences pour recruter, pour leader une équipe, je ne parle pas des compétences pour planifier, etc., etc. Une maîtrise, une connaissance et une maîtrise de son marché. Donc il faut tout Non, cette sauce, ce mix parfait. Ce mix parfait pour espérer perdurer. Je dis même pas success, mais perdurer. Et en bout de ligne réussir. Non, c'est pas facile. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup d'échecs. Je pense que aussi parfois il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans l'entrepreneuriat en espérant devenir Elon Musk ou Jeff Bezos. Parce que parfois, on voit le résultat qui tape à l'œil, mais on ne réfléchit pas par rapport à tout le processus, tous les chemins, toute la galère que ces gens-là ont dû endurer pour arriver là où ils sont actuellement. En fait, c'est un parcours, c'est un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et je vois beaucoup de gens qui commencent aujourd'hui en espérant devenir millionnaires demain. Donc, ils passent 1 an, 2 ans, ils se rendent compte que non seulement c'est difficile, ils ont des problèmes financiers, ça leur prend beaucoup de temps, ils n'ont plus de vie de famille, et puis le résultat, ils renoncent, quoi. Oui. Je pense que quand on entreprend, on doit le faire pour des raisons, pas pour des raisons capitalistes, mais plutôt dans le but de servir, d'être utile, d'ajouter de la valeur, quoi. Parce que l'argent, ça vient après. L'argent, ce n'est que le résultat d'une valeur ajoutée, en quelque sorte. Alors, là, je vais être un peu mitigée. Okay. Tu sais pourquoi? Parce que quand on entreprend, on doit créer de la richesse, après tout. Je suis d'accord. On est d'accord? On doit le faire en impactant, bien sûr. On doit le faire en impactant, en ayant le sens du service. Mais c'est hyper important de ne pas perdre de vue qu'on doit créer de la richesse. Je suis d'accord. En fait, c'est le profit, notre cible. Mais pour arriver à cette cible-là, je vois une entreprise comme un ensemble de ressources qui concourent pour atteindre un résultat spécifique. Mais maintenant, ces ressources-là, faudrait d'abord avoir le bon cadre, l'environnement de travail, ça compte, les bonnes personnes, une bonne culture, une bonne vision, un bon plan d'action, une bonne feuille de route. Mais tout ça, on le crée pas grâce à la richesse, on le crée grâce à notre leadership. Le début, ça commence par ça. Par ça. Tout commence par ça. Tout commence par la vision. Tout commence par la vision et c'est grâce au leadership qu'on exécute la vision. On est d'accord. Mais ce que je dis, tu sais, pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit créer de la richesse? Parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui entreprennent par passion. C'est-à-dire qu'ils ont un projet, ils y croient, c'est dans leur cœur, dans leur bébé, quoi. Voilà. Hein. Et le fait d'y croire tellement et d'être aussi passionné les fait perdre le fil de la réalité. C'est-à-dire que quelque part, ok,
la passion, normalement, va te permettre d'être résilient. Quand c'est dur, tu vas quand même être là pour persévérer. Mais il faut pas que la passion prenne le dessus. La passion, elle doit être là juste pour t'aider à comme être, source de motivation. Comme source de motivation. Mais il faut toujours garder en tête pourquoi je fais ça, pourquoi j'investis, est-ce que je crée de la valeur, où est-ce que j'en suis. Il faut les deux. Mais si j'ai que la personne qui est passionnée, je suis pas sûre, en tout cas si elle veut créer de la richesse, parce que quand on a des employés demain, on est entrepreneur, on a des employés, ce qu'on veut, c'est pouvoir leur offrir un niveau de vie plus élevé chaque année en maintenant une bonne rentabilité, en développant l'entreprise. Donc ça veut dire que quelque part on doit être un bon gestionnaire. Et si on est trop passionné, voilà, il faut toujours un équilibre entre toutes ces composantes. Passion, c'est bien, parce que ça permet de tenir, ça permet d'être excellent même dans ce qu'on fait. Mais il faut également avoir ce côté gestionnaire, chef d'entreprise, créer de la valeur, piloter ses coûts, etc. C'est important. Oui, en tout cas, par expérience, moi, j'ai compris que d'habitude, ce qui nous fait, en fait, ce qui nous fait entrer dans un domaine n'est pas forcément ce qui nous retient dedans, en fait. Oui. Par exemple, parfois, on peut entamer une chose parce que ça nous intéresse. On entre dedans, on commence et on se rend compte que ça m'intéresse plus parce qu'on est parti sur de fausses bases, quoi. C'est pour ça que c'est important de faire tout le temps cette rétro-inspection, cette intro-inspection pour voir est-ce que, par exemple, si personne ne regardait, si j'étais seul dans ce monde, est-ce que je continuerais de faire ce que je suis en train de faire actuellement. C'est assez important d'être authentique et surtout transparent, quoi. L'autre chose aussi, et ça c'est très difficile, c'est parfois, c'est comme disait le fondateur de Nike, il a écrit un livre Shot Dog, où il disait parfois c'est important de prendre le chien et de le mettre dehors et de le tirer dessus, quoi, pour dire que certains projets ne vont pas marcher. Peut-être vous allez vous entêter pour dire qu'on va continuer, on va insister, vous allez perdre votre temps. Parfois faut tuer les chiens et avancer, quoi. La vie est faite ainsi. Mais c'est difficile de trouver ce juste équilibre. Parfois on n'a pas envie de lâcher. Oui. Surtout quand on dit que j'ai travaillé 3 ans sur ce projet et là faut que je lâche tout. C'est pas évident. Oui, bon, c'est pas lâcher tout, c'est continuer autrement, c'est pivoter, c'est faire différemment, ou des fois c'est juste lâcher en fait. Et mais voilà, c'est pour ça c'est important ce que tu dis, la passion, parce que quand on est passionné, ça facilite le parcours, le chemin, et on regrette pas au final parce que on sait pour quelle raison on y est entré et pourquoi ça n'a pas marché, on capitalise sur les erreurs et puis on avance. Je suis d'accord. Pour les jeunes qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous allez les donner en termes de management, de gestion des entreprises, d'entrepreneuriat? D'après votre expérience de 10 ans, après avoir fait toi lever de fonds, quels sont les conseils spécifiques qui pourront en fait leur aider à vraiment prendre en charge cet aspect de leur vie? Conseil spécifique pour les jeunes, par rapport à mon métier, par rapport peut-être à l'environnement de travail pro, moi ce que je dis souvent c'est de savoir pour quelles raisons on fait un métier, donc d'avoir une vision aussi, parce qu'on dit tout le temps l'entrepreneur doit avoir une vision, mais pour moi même l'individu lambda, donc le salarié, l'étudiant, le jeune doit avoir une vision. Donc toujours se projeter. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller? Qui je veux devenir? Qui je veux être? Est-ce que je suis sur la bonne route? Comment je peux faire pour y arriver? Après, si on revient un peu dans le monde pro, moi, en tout cas, je parle de mon expérience professionnelle. Moi, j'ai toujours été guidée quand j'entre dans un projet entrepreneurial d'un dirigeant. Je suis toujours guidée par le projet et la vision du dirigeant. Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que ça a jamais été le poste, tout de suite le salaire. D'abord, qu'est-ce qu'il veut faire lui?
comment il veut impacter son monde, sa personnalité, où est-ce qu'il va m'embarquer, où est-ce qu'on va ensemble, qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais capitaliser en expérience, en expertise, qui je vais devenir si je suis avec cette personne dans 5 ans, 6 ans. Donc je raisonne beaucoup comme ça. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis de gravir très rapidement les échelons dans mon premier emploi. Et je ne doutais jamais de là où je voulais aller parce que je savais clairement pourquoi j'étais là et pourquoi je faisais ce que je fais. Et donc pareil ici au Sénégal, depuis que je suis là, c'est très clair et ça facilite un peu l'épanouissement. On doute pas, on sait où on va et on sait qu'on est à la bonne place et ce qu'on doit faire, tout est clair. Voilà. Mais quand c'est pas clair, c'est là où dès qu'il y a un souci ou dès que il y a des obstacles, on peut faire des choix parfois qu'on regrette demain. Donc ne pas être pressé et avoir une vision. Voilà. Si l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle vous aide à atteindre votre vision, ne tergiversez pas ou ne soyez pas pressé. Si l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle n'est pas en phase avec vos valeurs, vos visions, votre vision, dans ce cas-là, cherchez, mais soyez guidés par vos valeurs et votre vision. Et ne soyez pas juste dans un endroit pour faire qu'on vous a demandé. Pour coexister. Voilà, il faut qu'on sente que vous apportez quelque chose à une entreprise. Il faut qu'on sente que dans l'écosystème dans lequel vous êtes, même si c'est un bureau de 2-3 personnes, que vous impactez de par votre comportement, de par votre travail, votre écosystème, voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis parfaitement en phase. En même temps, bon, les gens pourront entendre, ils vont entendre le mot vision, ils vont imaginer que c'est un mot grandiose et qu'on vit dans le monde de l'imagination. Mais une vision, ce n'est rien que la description d'un état futur désirable. C'est la destination. Exactement. C'est aussi simple que ça. On peut ne pas connaître le chemin, mais quand même, c'est important de connaître la destination. Si je veux aller à Kaolack, peut-être je connais pas le chemin, mais je sais comment aller à Kaolack. J'ai une langue, je sais demander, en fait. C'est important de connaître la destination. Après, le chemin peut être zigzagué. Mais la réussite n'est pas une ligne droite. Ouais. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. Exact. Je suis parfaitement d'accord. J'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. Oui. Est-ce que vous avez connu un échec particulier qui vous a marqué? Oui, on en a. Par exemple, quand on accompagne des entrepreneurs, quand on croit au projet et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas jusqu'à la levée de fonds, par exemple, dans le métier dans lequel je suis actuellement, bon, c'est pas des échecs. J'ai un peu de mal avec les échecs parce que pour moi, ce sont des expériences et c'est dur sur le coup, mais qu'est-ce que c'est révélateur pour le futur dans la manière dont on doit avancer. Donc ça a été ça. Donc autre échec, oui, je pense que c'est ça, hein, ne pas aller jusqu'au bout d'une mission pour quelque raison que ce soit, ne pas sentir vraiment la frustration, la déception du client derrière. Voilà, moi je le prends comme un échec. Voilà, c'est le travail à moitié fait, quoi. Voilà, on n'est pas arrivé au bout de l'effort, quoi. Ouais. Donc je comprends. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréciez auparavant et que vous n'appréciez plus maintenant? Auparavant, pas important. Ou bien quelque chose que vous avez désappris. Parce que là, je passe mon temps à désapprendre au lieu d'apprendre. Quelque chose que je n'appréciais pas auparavant. Je me pose pas trop ce genre de questions. Raison pour laquelle on fait cette partie. Pour vous pousser un petit peu à sortir la vraie personnalité. Tu veux sortir, tu veux que je sorte les choses aujourd'hui.
Qu'est-ce que je n'apprécie? Oui, tiens, on va parler de ça. Alors, ce que je n'appréciais pas auparavant, c'est quand je suis arrivée ici au Sénégal. Arrivée, comme si j'ai quitté. Bon, quand je suis revenue, on va dire. Quand je suis revenue en 2018, j'étais, en tout cas professionnellement, j'étais quelqu'un de très cash, c'est-à-dire je dis les choses telles que je les pense. Ça me surprend pas. Pour tous les gens qui ont vécu en Europe, là, ils se sont occidentalisés, oui, c'est normal. Donc, et pour moi, en fait, c'était une forme de respect que d'être authentique et honnête avec les autres. Sauf que... Masla. Bienvenue dans le monde du masla du Sénégal. Voilà, ça, j'ai beaucoup de mal. J'essaie de m'adapter, mais c'est anti-valeur. C'est contre mes valeurs parce que quelque part, le masla, moi, je le prends comme ne pas être authentique. Et ne pas être authentique, pour moi, c'est un peu manquer de respect à l'individu qui est en face de moi. En même temps aussi, c'est un manque de sérieux d'une part aussi. Je suis d'accord. Oui, ça j'ai eu beaucoup de mal. Et j'ai dû me réadapter. Et comment? J'ai dû me réadapter en prenant moins les choses à cœur. Je me dis, écoute, c'est pas si grave que ça. Après tout, avance quoi. Et voilà. Non, je comprends, Voilà. c'est pas facile. C'est pas si grave En fait, que ça, c'est un choc culturel, quoi. C'est du genre, vous quittez le pays, vous allez dans une autre zone, et que vous vous rendez compte que c'est pas les mêmes principes, c'est pas les mêmes mécanismes d'interaction interpersonnelle. Vous vous familiarisez, vous revenez, c'est normal. Il y a un choc culturel. Et c'est à vous de désapprendre. Mais parfois aussi, je suis pas d'accord avec l'idée de complètement désapprendre. Parce qu'il y a beaucoup de valeurs dans l'authenticité, dans l'honnêteté. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que d'habitude, parfois, les Sénégalais utilisent ce mot masla pour en fait contourner certaines situations. Mais malgré tout, après tout, le travail doit être fait. Oui. Alors quand je dis j'ai dû m'adapter, c'est-à-dire il y a des personnes avec qui tu es authentique, tu dis ce que tu as à dire, etc. Mais quand ce n'est pas si grave que ça, tu peux passer. Voilà. Si, je vois. Voilà, on avance. Est-ce qu'il y a une loi universelle que vous mettriez en place et que tout le monde devait respecter? Si vous devriez mettre en place une loi universelle, quelle loi donneriez-vous? Ouais, moi je dis moi cette phrase c'est celle qui me guide. Sois le changement que tu veux voir dans tout ce que je fais. Et je trouve que ça pousse à l'action. Okay. Par exemple, quand on est là à trop cogiter, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, à trop cogiter, j'ai envie de faire ça, mais pousse. Ou par exemple, quand on se plaint, surtout au début, je me plaignais beaucoup. Comme je te disais, par rapport à l'artisanat, où je suis assez active dedans, et je voyais qu'il y avait un discours qui était catégorique, qui est là, et moi je ne faisais que parler. Non, allez-y, non, c'est pas si mal que ça. Et après, je me suis dit, mais arrête de parler et passe à l'action. Oui. Ça sert à rien de parler. Les gens, tu pourras jamais les convaincre avec ta parole, mais quand tu passes à l'action, quand tu prouves, là, tu arrives à convaincre. Donc, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, laissez votre travail parler pour vous, quoi. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux parleurs dans ce pays qui foutent absolument rien. Excusez-moi du terme. C'est toi qui le dis, je sais pas quelle expérience tu as eue avec eux, mais non, c'est extraordinaire. Les gens sont des beaux parleurs. Mais on doit faire plus et parler moins. Oui. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné? Et aussi le pire conseil? Je vais avoir les deux. Le pire conseil. Le pire conseil qu'on m'a donné, ça c'était quand j'étais petite, hein. Ça fait très très longtemps. On se rend pas compte quand on est adulte et qu'on parle à des enfants. Parfois, on peut dire des choses qui peuvent, on se rend pas compte, mais l'enfant peut le traîner longtemps. Et je trouve qu'on ne valorisait pas trop les jeunes, ou en tout cas les enfants. La génération d'avant, je dis, hein. En tout cas moi ce que j'ai connu. Et c'est les conseils que j'avais eus parfois, c'est ne va pas trop loin dans les études.
mais bon, après, il faut voir dans quel contexte c'était. Mais te fatigue pas trop, tu es une femme, etc. Et moi, ça me poussait davantage à aller de l'avant, quoi, parce que je savais que j'avais les capacités. Donc je dirais ça fait partie des conseils qu'on m'a. Et les meilleurs conseils? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est une grosse difficulté que j'avais eue à vivre dans une expérience professionnelle. Et je suis venue me plaindre, je me rappelle, auprès de mon N+1, et je lui ai dit, je comprends pas, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, alors, avec tout ce que je fais. Et il m'a juste dit, fais-en une opportunité. De ce que tu es en train de vivre là, fais-en une opportunité. Et c'est après que j'ai compris cette phrase-là. Donc, c'est bien ça. Ça, c'est un conseil qui m'a permis de relativiser et chaque fois qu'il y a quelque chose de dur ou de pénible, ça veut pas dire que je montre pas. Hein. Moi, je montre tout de suite quand ça va pas, mais tout de suite derrière, j'arrive à avoir cette capacité de rebond qui me dit c'est super dur, mais tu vas y arriver, mais tu vas dépasser et tu verras, ce sera quelque chose qui te fera grandir, donc ça deviendra une opportunité plus tard. D'avoir une nouvelle perspective de la chose, quoi. C'est important. Dernière question, quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? Toi, tu as des questions. Toi, des questions. Moi, en fait, très simple. Hein. Moi, je veux juste impacter, on va dire. Moi, je trouve que impacter, c'est le mot qui définit la réussite pour moi. Impacter ta famille, tes enfants, tes proches, tes collaborateurs, tes N+1, tes managers. Donc, impacter, ça veut dire tu es au service des autres et grâce à toi, quelque part, tu les rends meilleurs ou ils sont mieux avec toi. Donc moi, mon rêve, c'est ça, arriver dans tout ce que je fais, que ce soit personnel ou professionnel, arriver à impacter mon environnement. Oui. Le mot impacter, c'est un mot très inspirant et ça fait partie de l'un de mes mots préférés. Ouais. Et je pense qu'on est là pour servir. C'est comme disait Gandhi, la meilleure manière de se retrouver est de se perdre dans le service des autres. Et quand on aide, quand on rend la vie des autres meilleure, quand on facilite, forcément, on impacte. Exactement. Et ce qui est joli avec le mot impact, c'est que vous ne pouvez pas mesurer votre impact, en fait. Exactement. Par exemple, on ne peut pas mesurer l'impact de Cheikh Khadim ou l'impact de Gandhi ou de Nelson Mandela parce que ça touche des générations et des générations. Voilà. C'est un effet domino. Boule de neige, oui. En tout cas, merci beaucoup, Néné. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas fatigué avec mes questions. Non, ça fait réfléchir. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Merci. En tout cas, c'est un concept innovant. C'est grâce à Mansour que je suis là d'ailleurs. Oui, Mansour, merci beaucoup. je te remercie. Et voilà, c'est un concept. Je trouve que c'est ça impacte le fait de venir échanger. Je pense que les gens qui écoutent, s'il y a une seule personne qui prend quelque chose de positif, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Oui. Comment les gens pourront entrer en contact avec vous sur les réseaux? Oui. Alors, donc nous, on a un site internet, c'est nkac-audit.com. Sinon, on est très actif sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn. Donc moi, je suis présente sur LinkedIn. Mais sinon, l'expert comptable, donc le manager du cabinet, il s'appelle Ndongo Kamara. Il est très très actif également sur l'écosystème et très très disponible. Donc vous pourrez également le trouver sur LinkedIn. Mais sinon, la première porte d'entrée reste le site internet du cabinet. Super. Et on va mettre toutes ces références dans les show notes comme d'hab. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Néné et surtout à approcher son cabinet d'expertise, d'ingénierie, de conseil financier. Et j'espère qu'un jour vous allez me donner un peu de votre argent là, parce que moi j'en ai besoin.
Tu viens me voir, on va voir. On va voir si tu en as réellement besoin. Non, j'en ai besoin, moi. Moi, je fais partie de l'équipe des pauvres. Ah non, on verra. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. C'est merci gentil. À toi. Vous avez un dernier mot avant qu'on boucle? Non, je te remercie et j'étais honorée d'être là. L'honneur est pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.